cette série de conversations intimes en compagnie de l'artiste artisan Bernard Depoorter. Lors de nos conversations intimes, nous aborderons un à un, comme on feuillette un beau livre, les facettes éclectiques de sa personnalité hors du commun. Un univers particulier. Nous sommes dans mon ancienne cuisine, au milieu du jardin des sens, pour entamer la 4e conversation intime. Et la dernière. Et la dernière, si on ne trouve pas une petite pépite après, on verra bien, mais sur ce côté artistique, le côté artiste que tu es devenu ou que tu avais en toi et qui t'a amené depuis quelques années à des masses de découvertes. Beaucoup de découvertes autour de certains domaines dont tu vas nous parler avec bonheur. Et donc c'était ce côté multiple que tu as et toutes les rencontres que tu as faites, toutes les opportunités que tu as saisies, tous ces apprentissages que petit à petit, comme le mot le dit, apprentissage, c'est ton chemin actuel. Et toutes les différentes techniques, les inspirations, les lectures, tu vas nous parler de tout ce qui fait que tu es devenu ces multifacettes artistiques. Je ne sais pas ce que tu as envie de nous raconter, quel est le point de départ Point de départ, écoute, d'abord c'est la manufacture donc, de fleurs qui fait ce basculement après le Covid, donc là on est arrivé, et puis une envie de s'exprimer dans d'autres médiums, comme on peut les appeler comme ça, montrer que je ne suis pas que créateur de mode. À 40 ans, j'ai envie de montrer que je suis capable de faire autre chose. Donc là, j'en ai 42, et depuis 2 ans, depuis que l'atelier est là, bien sûr, il y a tout cet apprentissage, les casquettes qu'on a parlé, finalement une casquette de jardinier, d'historien de l'art, de botaniste, d'archiviste, de technicien, il y a la casquette aussi de parerie florale, et dans le métier de parerie florale, il y a plein de sous-métiers, parce qu'il y a le métier d'apprêteur, d'ennoblisseur, pour tout ce qui est manipulation textile, etc. Mais surtout aussi, chaque fleur est un métier en soi, et voilà. Donc là, on est parti pour des années, et c'est que du renouveau pour moi. Je réapprends complètement un métier, et je dirais même des métiers. Donc ça, c'est incroyable. Mais parallèlement à ça, comme tu sais, comme je dis toujours, c'est 9 livres en même temps, des livres d'art. Je sais toujours quand je lis un livre, des livres, c'est un roman, un recueil de poésie, un sujet dans les arts déco, un sujet dans l'art contemporain. Je ne peux pas lire en ce moment dans les livres. Il y a Brancusi, Les Nuanciers, un livre sur les nuanciers. Il y a ce roman de L'art d'être pauvre de Bonnie de Castellane, que je trouve ça assez intéressant, donc ça c'est un peu rigolo à lire. Il y a un livre sur les dames à la cour qui est à la cour du Japon au Moyen-Âge, donc dans l'arène, avec de la poésie, des lettres qui sont écrites. Il y a le Didi Ganji que je veux d'étudier, que je découvre la première, finalement, le premier roman de l'histoire qui a 1000 ans, qui a été créé par une femme de la cour du Japon. Donc pour l'instant, il y a tout le japonisme que je fais d'étudier. Pour les impressionnistes, j'approfondis les impressionnistes de tous ces mouvements. Je suis sur beaucoup de livres à la fois, mais comme c'est très varié et très différent, je retiens tout. Parce que si je ne saurais pas lire 9 romans en même temps, parce qu'alors je mélangerais les histoires. Mais là, c'est tellement des sujets très disparates que j'ai une faculté de les emmagasiner dans ma tête très facilement. Et de nouveau, si je peux me permettre, c'est ton côté multiple. Et qui n'est pas éparpillé. C'est un côté multiple qui fait que tu ouvres tous les tiroirs. Tous les tiroirs, exactement. Que tu t'intéresses à tout et que tu vas très très vite pour emmagasiner tout. Oui. Parce que tu ne confonds rien. Autant pour les langues, je passe par intelligence, mais je ne retiens pas. Voilà, par contre, son intelligence. Mais par contre, en ce qui concerne vraiment les arts déco, l'histoire, etc., tout rentre. Et c'est vrai que je vais, comme tu dis, au bout des choses. Moi qui ai étudié la Chine, j'ai étudié la Chine pendant 4 ans.
les 35 dynasties, avec les trois périodes, les 3 Augustes, et puis alors toutes les dynasties qui ont suivi. Ensuite, j'étudie les arts, la porcelaine, les lacs, les arts de la guerre, la culture jusqu'au bout du bout. Et là, je commence au Japon. Et là, le Japon, c'est un gros morceau. Et là, je suis parti pour 2 ans. Mais avant d'entamer les estampes des Roshige et de Hokusai, etc., où j'ai parcouru un petit peu tous ces mouvements, pour l'instant, je suis essentiellement dans les peintures des Rinpa. Ça, c'est tous les dotés que je viens d'acheter. Ce sont tous les livres qui illustrent la peinture traditionnelle japonaise, qui était sur papier, avec des feuilles d'or, et ces peintures de fleurs, mais qui sont d'une modernité extraordinaire et qui m'inspirent pour mes paravents dans lesquels je vais me lancer. Oui. Tu vois, donc c'est toujours en lien par rapport à mes recherches, mes projets artistiques, mais en même temps, comme tu dis, je vais jusqu'au bout du bout. Oui. Tout. Par exemple, c'était les paravents, c'est les techniques, suivant la période Edo et puis les différents siècles, mais ce sont les ères au Japon. C'est pas comme les dynasties en Chine où c'est séparé par empereur. Dans le Japon, ce sont les ères. Et puis là, je vois les influences de ces arts japonais qui sont dans une épure entre le vide, le plein, le yin, le yang, ça va très très loin. Et alors là, ça te pousse à apprendre tout l'univers du wabi-sabi, puis les univers. J'ai acheté un livre ici qui est une étude des années 20 d'un chercheur qui étudiait cet art de la patine du temps, et que la beauté dans le Japon n'est pas dans le luxe de l'objet, mais justement dans le lien qu'il y a entre l'objet et son propriétaire, et l'amour qu'il porte à un objet qui peut ne pas du tout avoir de valeur, mais qui va faire qu'il va tellement l'aimer, l'utiliser, il va avoir une patine, une usure, que ce soit des fils qui sont tirés dans un vêtement ou un coup dans une céramique, et que c'est ça qui donne une âme et qui donne cette richesse des histoires de l'objet, quoi. Tout ça, ça m'intéresse, parce que je trouve que c'est là que me revient l'idée qu'au niveau de l'évolution de métaverse, de toute la technologie qu'il y a maintenant à notre époque, on va pouvoir faire une traçabilité sur le web de tes objets que tu vends. Oui. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que la fleur que la personne va acheter chez moi, on pourra peut-être avoir une traçabilité de la pièce, en sachant quelle est la personne qui l'a fait chez moi, quel moule a été utilisé pour faire la fleur. La personne qui l'a acheté va pouvoir mettre, je l'ai porté, le jour, j'ai rencontré l'homme de ma vie, et puis après elle va la revendre sur Vinted, et puis sur Vinted, la personne qui va la racheter va pouvoir avoir la carte d'identité de la pièce, et puis voir que la soie était une soie d'Italie, que c'était l'ouvrière qui l'a fait, qu'elle a appartenu à une autre personne avant. J'aime bien cette histoire de traçabilité. De reconnaissance finalement. De reconnaissance de l'objet, de traçabilité de l'objet, comme finalement une œuvre qui se trouverait en salle de vente, un tableau, et tu vois les estampilles à l'envers du tableau, les certificats, qui on voit toute l'histoire du tableau. La vie de l'objet. C'est ça qui donne une valeur. Oui. Et ça m'intéresse. C'est ça qui donne une valeur aussi, c'est pas la valeur. Et en parlant avec Marie Guérin du LBJ, la rédactrice en chef du L, qui m'a expliqué ça il y a 2 ans, elle dit, mais tu dois vraiment t'intéresser à ces nouvelles technologies qui sont métaverses et blockchain et le dernier, je ne retiens jamais, pas soit, et les chats GPT, etc. Mais surtout qu'on va pouvoir voir ces technologies de traçabilité. Et ça, je trouve ça génial. Et on en revient à justifier la patine du temps, le témoignage de l'objet, que quand il est un peu usé, etc., ça a aussi son charme, quoi. Il faut arrêter de jeter trop vite les choses, tu vois. Donc ça, c'est toutes des études que je fais pour l'instant. Mais parallèlement à tout ça, effectivement, je me réinvente complètement en tant qu'artiste pluridisciplinaire, et c'est la démarche wagnérienne. Ça, c'est le terme exact. La démarche wagnérienne, c'est comme Wagner qui créait un art total, en fait. Et qui est dans cette démarche? Il y a Victor Horta, puisqu'il allait jusqu'à dessiner son mobilier dans les moindres détails. Autre exemple, on en revient à M. Fortuny, Mariano Fortuny à Venise, qui est pour moi le meilleur exemple, puisqu'il était quoi? Metteur en scène, photographe, créateur de tissus, créateur de mode, de haute couture avec son épouse, designer de mobilier, de lampadaires, c'est tout ce qu'il a fait. Il a inventé les éclairages pour les théâtres. Ce type était le Léonard de Vinci de Venise. On le compare réellement à Léonard de Vinci, et puis c'était peintre aussi.
pas du talent de Léonard au niveau de la peinture, mais d'un génie d'un point de vue pluridisciplinaire. Inspirés, ils sont tout le temps inspirés. Et tout le temps, et un art total. Pour moi, l'art total, ça va de penser à un art de vivre qui va du vêtement dans lequel tu peux te mouvoir jusqu'à l'éclairage de ta pièce, ça va très loin. Isabelle de Beaugrave, c'est pareil. Oui. On en revient. Isabelle, que j'ai rencontrée la première fois, c'était par le Prince Laurent en 2009, qui était venue à mon défilé en 2009. Depuis, Isabelle, on se croit rarement, mais Isabelle est un modèle pour moi. C'est quelqu'un qui est exceptionnel dans sa vision des choses. Elle est extraordinaire dans le sens où, avec son papier et son médium, elle fait des lustres, elle fait des tables en bronze, elle part dans tous les sens, nos limites, et on pourrait dire, ah mais elle s'éparpille. Non, elle s'éparpille pas. Non. Elle a parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a des personnes qui pourraient penser, ah mais Bernard il s'éparpille, il devrait rester dans un truc. Non, je n'y tiens absolument pas, je sais où je vais, j'ai comme Isabelle, c'est le meilleur exemple. Elle est un exemple de réussite. Vous êtes des enthousiastes et vous trouvez de la beauté partout. Et on ne veut pas se limiter. Non, c'est ça. Mais pour moi, est-ce qu'on devrait se cloisonner dans quelque chose? Certain. Et c'est là qu'on peut innover et être différent de tout le monde. C'est l'innovation et dans l'hybridation des métiers d'art, l'hybridation des techniques, l'hybridation des mondes, des milieux. C'est là que tu peux inventer. Et c'est là, en mélangeant l'art contemporain et les arts déco, tu peux créer quelque chose. C'est là où tu peux faire de la collaboration entre quelqu'un qui fait du papier peint et quelqu'un qui est dans un domaine qui n'a rien à voir dans la bijouterie, peut-être inventer quelque chose et créer des synergies. C'est là qu'on peut innover. Mais il faut, je pense, à la base, avoir quand même un médium de base. Comme Isabelle a son papier et que moi, je fais ma manufacture d'outils de parfumerie florale. Et de ce médium, on crée, on part dans tous les sens. Et que je peux faire des fonds d'étalage pour des grandes maisons de luxe à Paris, ou que je peux travailler pour les grands groupes. Je pourrais très bien le faire, et ça m'amuserait de le faire. Mais c'est là que je peux innover. Moi, mon monde, il faut créer un monde autour de mon histoire. Et ce que je suis certain, c'est partir aussi de la nature. C'est vrai que là, le fil conducteur, ça reste la nature, mais la nature, elle est partout. Elle est dans les stucs des palais vénitiens, elle est dans les lustres de Venise, c'est vrai, à Venise. Voilà, on est dans la cuisine, tu as les coquilles Saint-Jacques, tu as des feuilles d'acanthe ici sur le sol, regarde, il y a du gui sur le carrelage de la cuisine. Rien dans la nature, ça vit la nature, elle est partout. Elle peut être dans l'art contemporain, comme elle peut être dans les arts déco anciens. Tu la retrouves dans les fresques de Pompéi. Tu as des figues sur les fresques de Pompéi. Tu vas trouver des citrons, tu vas trouver des feuilles d'acanthe, tu vas trouver plein de... depuis des millénaires, on trouve ça partout, la nature. Donc je pense que c'est l'avantage que mon sujet, mon médium, qui est la nature, elle est intemporelle, elle traverse des époques. On portera toujours des fleurs en broche. Elle va toujours influencer la mode, la nature, mais elle va influencer toujours les arts déco. Donc, comme fil conducteur, c'est ça. Maintenant, il faut partir de thèmes. Et donc, moi, mon projet, c'est de partir de capsules. Comme je suis démarré la première capsule, qui est le thème des ciseaux, qui sont ces vases chinois qui ont 1000 ans de la dynastie des Song, que je raconterai après. Mais voilà, De Porter, ça va être quoi? Ça va être un univers à partir de la manufacture d'outils. Et comment je vais m'exprimer? On continue la haute couture. On continue un prêt-à-porter, mais plus ciblé dans une niche, pour pas faire ce que tout le monde fait. L'accessoire de mode, évidemment, donc ça peut être les fleurs en broche, les couronnes de mariée, donc tout pour la cérémonie, mais aussi l'accessoire plus mode au niveau ceinture, etc. Ensuite, les paravents dans lesquels je me lance. Pour moi, c'est l'évidence dans les arts déco. Parmi tout le mobilier, je dis, le paravent, c'est lié avec la mode. C'est le côté cocoon aussi de protection, mais comme j'adore prendre le thé et que je me suis dit, je vais tourner d'abord autour du thé et donc créer une synergie avec une amie qui est sommelière du thé qui s'appelle Isaline, avec Marie qui m'a créé des bols à thé inspirés des bols de la dynastie des Song, qu'on va mettre en scène devant ce paravent inspiré des vases ciseaux qui est en toile de lin que j'ai réalisé tout peint à l'huile avec les gardénias qui se retrouvent en relief en 3D sur le paravent. Oui, raconte les matières aussi. On a pris la toile de lin, en fait des paravents, tout a déjà été fait. Je me suis dit, mais en fait ce qui n'a jamais été fait, c'est des paravents où on greffe le métier de parfumerie florale sur le paravent. Et donc je me suis dit, voilà, on va couper, on va
prendre de la toile de lin, on va l'enduire de gesso, donc l'enduit de base, découper les fleurs, les gaufrer, les mettre en couleur comme à la peinture à l'huile ou à l'acrylique, et puis on va les monter en relief et venir réappliquer ça sur la toile. Et donc ça nous fait une toile en 3D en fait. Et donc c'était le premier paravent, donc ce sont des grands panneaux, il y a 6 panneaux, et donc c'est chargé, mais je reprends cet esprit de l'Art Nouveau mixé avec des vastisous qui sont très chargés comme ça aussi. Et donc tout étant des couleurs ébènes, ivoire, avec et travaillé comme des rinceaux, comme un trait de pinceau sur les vases. Ensuite, on a un deuxième paravent qui est en cours, inspiré des rimpas. Et là, on est dans 4 panneaux, plus trapus, de 2 mètres de haut, mais 1,40 m de large. Et chaque panneau va représenter un parterre de rose trémière. C'était la fleur préférée de mon grand-père. Savoir que, j'ai oublié de dire ça dans les podcasts précédents, c'était la fleur préférée de ma grand-mère paternelle, c'était les pierres de Marie, qu'elle avait dans son jardin, elle s'appelait Marie. Le lien était rapide. Mon grand-père paternel, qui est architecte, sa fleur préférée, c'était la monnaie du pape. Ah oui. La fleur préférée de mon grand-père maternel, c'était la rose trémière. Et la fleur préférée de ma grand-mère maternelle, c'était le lilas. Et donc, ici, je dis, je suis parti des roses trémières de mon grand-père. Et donc, j'en ai plutôt réalisé des roses trémières. Au lieu de faire un fond de feuilles d'or, comme faisait au Japon, il y avait une mode à une époque de faire des paravents avec de la feuille d'argent. Et donc on part de la feuille d'argent, on va poser 400 feuilles d'argent sur le paravent, qu'on va oxyder, qu'on va vieillir, patiner, et puis on va venir en relief faire ces roses trémières, qui seront les roses trémières un petit peu pompons comme des pivoines très dentelées, et puis d'autres plus classiques, avec les feuillages. Et ça va péter la couleur, parce qu'il y aura du jaune, il y aura du fuchsia, il y aura du corail, il y aura vraiment des couleurs. Et là, la couleur commence à re-rentrer dans mon univers. Et pour la première fois, ça va vraiment aller vers la couleur. Donc là, je viens de 20 ans de couture noire. J'adorais ponctuer de couleurs. Oui, ou des ponctués de couleurs. Mais on va avoir ça, et puis ce jeu de vide et de plein, comme les Japonais, avec une lecture. Et là, je dois décider la lecture. Est-ce que je vais avoir une lecture japonisante qui est de la droite vers la gauche, ou est-ce que je vais faire une lecture européenne de la gauche vers la droite? Ça, j'en dois décider, et Marie va un peu m'aider pour tout ça. Donc voilà, donc le premier paravent Sizou, on va mettre en scène, ici dans le courant du mois de juillet, on va prendre un des mannequins qui va porter une robe Kazati. On va en revenir à c'est quoi la robe Kazati après. Elle va porter cette robe Kazati, plusieurs robes Kazati où elle va prendre la pose, avec des poses japonisantes, devant le paravent, avec le bol à thé et les parures florales. Et là, on a déjà une première capsule, un premier univers développé. Ensuite, on revient à la robe Kazati. Bon, il faut relancer la couture chez moi. Qu'est-ce qui est... Oui. C'est pas évident parce que entre-temps, il y a eu beaucoup de marques qui sont bien maintenues pendant la crise. On se rend compte qu'il manque absolument rien sur le marché. Tu veux un tailleur bar, tu vas chez Dior. Tu veux un smoking, tu vas chez Saint Laurent. Tu veux un tailleur en tuile avec 4 poches, tu vas chez Chanel. Tu veux un trench, tu vas chez Burberry, il ne manque absolument rien. À ça, j'avais une amie qui me disait, ah bah oui, mais tu peux créer la demande. Je dis, mais ça m'intéresse pas parce qu'on trouve tout, dès que je veux faire quelque chose, on le trouve et les marques le font très bien. Surtout que maintenant, tout le monde investit dans, on va chez Burberry c'est un placement, tu vois, pour le trench, etc. Et puis, je me dis, voilà, pas seulement ça, il y a des milliers de jeunes créateurs qui sortent des écoles. C'est ça qui m'a amené avec Maryse à prendre la décision d'acheter la manufacture de fleurs. Par contre, je me dis, Fortuny, ils ont relancé la marque. Donc il y a toujours celui de la Giudecca à Venise, les héritiers officiels de Fortuny qui ont la manufacture de tissus d'ameublement sur la Giudecca, qui est extraordinaire. Et donc là, ça tourne très bien. Et puis, il y a d'autres personnes à Venise qui ont racheté le nom et les licences pour les lampes, pour éditer les lampes, et la robe des fosses, et quelques caftans. Et en fait, la robe des fosses marche du tonnerre. Ça marche du tonnerre. Et c'est un modèle, pas 50. Il n'y a pas cette pression de sortir des collections tous les 6 mois. Un modèle accessoirisé différemment. Et dans une palette de couleurs qui se renouvelle. La robe des fosses, c'est une robe plissée. Alors là aussi, je voudrais dire on dit toujours que c'est Chanel qui a libéré les femmes. Très bien. Mais non. On dit, avant ça, c'est Paul Poiret qui a enlevé le corset. Ben non.
moi je vais te dire, qui a enlevé le corset, c'est Fortuny. En 1907, il sort la Delphos, et je dirais même pas que c'est Fortuny, c'est Henriette, sa femme, qui a créé la robe Delphos. On dit toujours que c'est Fortuny qui l'a créée, non. C'est une collaboration avec Henriette, son épouse, mais la créatrice officielle de l'histoire qui libère les femmes, c'est Henriette, la femme de Fortuny, et ça personne ne le dit dans le livre d'histoire. Henriette invente une robe plissée, un plissé révolutionnaire en s'inspirant d'une statue qu'on a retrouvée, c'est le riche de Delphes, qui est une statue plissée qu'on a retrouvée à cette époque-là, qui a beaucoup influencé, comme il y avait le châle Knossos, qu'ils avaient inventé un immense châle qui a fait fureur à la belle époque, où les dames pouvaient se loger dedans, et donc ils ont d'abord créé ce châle, et puis ils ont créé la robe Delphos en 1907, qui était portée que comme robe d'intérieur, personne ne la portait à l'extérieur. Qui a porté cette robe, c'était Isadora Duncan, la grande danseuse, la marquise du Cassatic, une de mes muses, c'était des femmes émancipées et qui portaient ça à l'intérieur comme robe à thé, pour prendre le thé chez soi. Et c'était une robe qui se portait sans corset, sans rien. Pour la première fois, les dames qui portaient du corset dans les intérieurs osaient faire tomber le corset dans les intérieurs pour recevoir comme déshabillés et pour se mouvoir chez soi. C'est là que la libération commençait. En 1907 à Venise, par Henriette, avec le soutien de Fortuny bien entendu, mais c'est Henriette la première. Après il y a eu Paul Poiret et de nouveau Denise Poiret, son épouse, qui ont accéléré le pas, et Paul Poiret qui a supprimé le corset avec son épouse Denise Poiret, et donc qu'il a pris comme muse, et à eux deux, ils ont relancé la mode empire, la robe Joséphine, qu'il a baptisée Joséphine, cette fameuse robe empire qui se trouve au musée Galliera, je pense. C'est Poiret qui a 100 ans après Joséphine, la princesse Joséphine, il a relancé cette robe à taille haute. Et c'était des corsets. Il n'y avait encore un corset, c'était une espèce de gaine, de gaine et voilà quelque chose de différent. Mais il voulait libérer les femmes, il a accéléré le pas. Et puis après la guerre 14-18, les femmes ont fait tomber les corsets parce qu'elles étaient dans les champs. Elles ont d'abord été dans les champs. On dit que c'est Chanel qui a libéré les femmes. Non, les femmes sont libérées elles-mêmes déjà, parce que pendant la guerre 14-18, elles n'avaient plus les moyens de mettre des corsets pour aller travailler dans les champs, ou en tant qu'infirmière sur les champs de bataille. C'était pas des corsets pour faire tout ça. Raccourcir. Et donc là, il y a une accélération. Et Serine Chanel à Deauville a piqué le jersey qui était disponible pendant que Paul Poiret réquisitionnait les soies. Elle a piqué les jerseys qui étaient disponibles des marins, etc. C'est l'eau que personne ne voulait. Et elle a fait un prêt-à-porter révolutionnaire, souple, court. Les marinières, c'est elle qui a accéléré le pas. Mais je trouve que il faut rendre hommage. On ne peut pas dire que c'est Chanel qui a libéré totalement. Après, elle a coupé les cheveux, elle a modernisé, elle a créé la robe noire quand Boy est mort. Oui, il faut lui laisser tout ça. Mais avant ça, Paul Poiret avait préparé un petit peu avant, avait préparé le terrain, et encore avant, et ça personne ne le dit, c'est Henriette et Fortuny à Venise qui ont libéré les femmes. Donc voilà, petit coup de gueule que j'ai. Non, c'est très bien, tu lui fais une place, Henriette est oubliée de l'histoire, il faut la mettre en œuvre, cette femme était exceptionnelle. Et donc ils ont inventé cette Delphos, et cette robe finalement, elle traverse les âges, un modèle, et la boîte tourne. Donc c'est là que je me suis posé la question, est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que j'ai encore autre chose à prouver? Quand tu vois les deux derniers défilés, la coupe de mes tailleurs sont impeccables, mais on voit toute ma force, ma structure dans mes épaules, dans l'architecture de mes vestes. Je suis aussi bon en tailleur qu'en flou. Et tu aimes les deux. Et j'aime travailler les deux. Oui. Et je fais tout moi-même. N'oublie pas que dans toutes mes collections, je fais mon dessin, mes patrons, mes toiles, mes modelages sur buste, je coupe, je couds, tout à la main, je fais tout moi-même, j'invente mes broderies. Bien sûr, je prends des stagiaires pour m'aider à monter, etc. mes pièces, mais à la fin, je fais tout seul. Tu vois, alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus aucun couturier qui font tout seul. Il reste tous les prototypes qui les fait déjà. Franck Sorbier, c'est le dernier qui coud encore lui-même. Ils sont rares les créateurs qui savent coudre encore eux-mêmes et qui savent encore dessiner aussi. Donc c'est là que je me dis, je n'ai plus rien à prouver de ce côté-là. Est-ce que j'ai encore besoin de me prouver à moi-même
Bien sûr, je peux aller encore plus loin, mais je préfère d'autres défis, comme la fleur. Là, dans la fleur, il y a tout à prouver. Et je peux te dire que ta fierté, elle est ravalée quand tu dis, avec Maryse, on va le matin dans le jardin, oh, t'as vu ce magnifique géranium, le temps que ça prend, ah bon, on va le faire. Ben oui, on va le faire. Et quand il s'agit de le faire, je peux te dire que notre fierté, elle redescend, on se prend pour, enfin, moi, je me prends pour Dieu en disant, on va le faire. Ben non. Non. Je suis très loin d'y arriver. Oui. Copier la nature, ben, je peux te dire que il faut être un artiste pour le faire. Oui, et ça prend du temps. Vraiment. Je dirais comme à la limite que là je comprends mieux la démarche de M. Monet, tu vois, et que Monet est de nouveau c'est un génie pluridisciplinaire, parce que lui, même chose, ce génie d'avoir pensé à créer une œuvre qui était son jardin, par la casquette de jardinier, de créer son modèle. Tu vois, c'est extraordinaire. C'est tous ces maîtres-là qui m'inspirent. C'est comme un Caillebotte qui est complètement oublié de l'histoire. Qu'on redécouvre Caillebotte tout doucement, mais quel génie. Parce que moi, je retraçais toute l'histoire de tous les peintres. Turner. Combien de fois Maryse ne parle pas de Turner? Tu as étudié Turner? Ben oui, t'as raison Maryse. Turner est un génie. On dit toujours que c'est Monet, de nouveau, coup de gueule. On dit toujours que c'est avec à Soleil Levant qui a déclenché l'impressionnisme. Ben non. Turner, en même temps, mais Turner, c'est quand il est allé en Angleterre qu'il a découvert Turner, mais Turner a tout fait avant. Il a tout fait avant. Quand tu vois le génie de Turner, le coup de pinceau, la modernité, la libération de tout, c'est ça qu'on dit toujours, on a chacun quelqu'un qui a fait tout avant. C'est ça les liens, l'inspiration. Et Monet, extraordinaire. Des uns des autres. Extraordinaire. Qu'est-ce qui me touche Monet? Alors le nombre de livres que je n'ai pas acheté sur le nymphéa, j'ai été voir à l'orangerie les peintures nymphéa et pour étudier son coup de pinceau, parce que comme je me lance dans la peinture, on va y revenir aussi, c'est extraordinaire. Et la photo, n'oublie pas. Et la photo. Alors, d'une certaine manière. Alors c'est là que tout le monde qui nous écoute va dire, il est fou, il se lance dans 10 000 choses. Ah ben non, je ne suis pas fou. Et tu aimes tout. On revient à la couture. En voyant Fortuny, je dis, en fait il faut que je crée un best-seller. Mon best-seller de vêtements. Et puis, j'ai commencé, dès le confinement numéro 3, à tourner autour de mon buste. Et je me dis, je vais créer un vêtement d'intérieur pour prendre le thé. Quelque chose. Alors, j'ai confortable. Et puis, je me suis dit, je vais me créer un tablier pour moi. Et c'est comme ça que j'ai créé mon castan, que j'appelais le Portego, en hommage au palais. Au centre des palais vénitiens, au premier étage, il y avait le Portego. Le Portego, c'est le salon principal où les Vénitiens recevaient. Ils avaient leurs marchandises en dessous dans les palais, et puis ils avaient au-dessus leur salon pour recevoir. Et je me dis, je vais m'imaginer porter ce castan à l'intérieur, mais en même temps sur un tablier avec des poches où je peux mettre mes ciseaux, épingler mes épingles dessus quand je travaille sur la couture, où je peux me protéger quand je fais ma peinture, où je peux avoir mon matériel de mes Bruxelles quand je fais mes fleurs, et que je puisse papillonner pendant la journée dans mon jardin en tant que jardinier, parce que je peux être dans la même journée le matin prendre mon thé en lecture et avoir un castan un peu chaud en hiver un peu cosy pour avoir chaud quand je lis mes livres et que je prends mon thé, et une heure après avoir ma casquette de découpeur dans l'atelier et avoir mon matériel dans mes poches pour découper, puis avoir la casquette du peintre pour peindre ma toile le temps qu'elle sèche, il faut une semaine pour ma peinture à l'huile sèche, et puis passer à mon travail de montage de fleurs, et puis passer à mon travail de photographe. Parce que quand je travaille les photos, je travaille le collodion, donc tu as du nitrate d'argent et tu peux avoir des taches sur tes vêtements. J'ai bousillé je ne sais pas combien de jeans avec du nitrate d'argent. Donc ce castan était mon tablier. Puis je me suis dit, en fait, c'est tellement beau, tellement pratique, c'est comme un castan oriental. Je vais en faire des versions couture, et c'est pour les hommes et pour les femmes. Et puis on a des castans qui seront brodés en haute couture, le Portego va pouvoir être en broderie haute couture, et puis dans des tissus de prêt-à-porter, dans des velours, etc. Ça c'est le premier best-seller. Et puis je me dis, mais ça c'est pour les hommes, mais on va trouver, et qui peut convenir pour les femmes aussi, on va créer une robe révolutionnaire, peut-être comme Fortuny, une robe d'intérieur. Je trouve que ça manque de beaux vêtements d'intérieur. Pendant le confinement, tout le monde a commencé à refaire ses potagers, en carré, à jardiner. On se réinvite beaucoup plus à la maison. Oui, bien sûr. On reçoit combien d'aristocrates ont quitté Bruxelles et sont retournés dans leur château, à la campagne, qui se sont dit, il y en a marre des appartements de Bruxelles, de ce bruit, combien n'ont pas vendu leur appartement, sont retournés dans les campagnes. À Paris c'est pareil, c'est les mêmes mouvements. Enfin, je dirais aristocrate, mais aussi la bourgeoisie, etc. Donc je me suis dit, là il y a un changement aussi.
Il y a un retour à la maison de campagne. On retourne dans le côté cocoon des maisons et de la nature. Un besoin de retourner dans cet art de vivre, etc. Dans les Ardennes, chez nous en Belgique. Tu le constates toi aussi dans le milieu. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas recréer des beaux vêtements pour recevoir à la maison? Plus pour le restaurant. On continue à aller au restaurant dans les vêtements entre deux rendez-vous pour le boulot, etc. Mais un beau vêtement d'intérieur pour recevoir. Pratique, confortable, comme la robe d'Elfos. Et puis je me suis dit, alors je vais peut-être créer quelque chose. Et c'est là que je suis parti sur 2 morceaux de tissu que j'ai coupés à même le sol, que j'ai fait par moulage sur bus. Je n'ai pas fait de croquis pour ça. J'ai découpé. Et je suis arrivé à une espèce de sarouel à la Paul Poiret, et puis une blouse roumaine que j'avais fait dans ma collection russe 2010. Et puis je me suis dit... Les 2 ensemble. Et j'ai regreffé en fait un sarouel de ma collection de 2009, de la collection Rensibi de Jérusalem. J'avais des sarouels avec des turbans de Touareg. J'ai regreffé une blouse roumaine à la collection 2010. J'ai soudé les 2 ensemble. Le patron est devenu une espèce de jumpsuit, qu'on appelle ça. Un jumpsuit, c'est une combinaison. Et je me dis, mais c'est génial. En fronçant l'encolure, en fronçant le bas des manches, en fronçant le poignet du bas, on obtenait une espèce de robe sarouel qui correspondait à quelque chose de très russe, de très oriental, de très vénitien, de très parisien. Enfin, ça a toutes les connotations. Et ça peut prendre toutes les cultures. Et je me suis dit, c'est intéressant. Avec le système de fronce, puis je me dis, l'encolure, tu peux la porter serrée, tu peux faire tomber une épaule négligemment, ça devient une blouse, un négligé très 18e, Marie-Antoinette, un peu boudoir, et puis ça peut être mis en décolleté bateau, ça devient quelque chose de très proustien ou de très George Sand, comme ces robes des années 1830, comme ça. Donc et puis tu mets une ceinture et tu marques la taille, puis tu peux la porter comme un pyjama très large. Et je me dis, quelle matière ça peut être beau. Donc je commençais à faire ça en lamé, puis j'ai fait ça en satin, et puis j'ai fait ça en velours de soie. Et là, je me dis, waouh, velours de soie, ça absorbe tout le côté trop brillant, trop soirée, c'est un côté aussi très boîte de nuit des années 80 en même temps. Ça peut être très décalé, presque punk comme ça. Et puis je me suis dit, c'est génial. Et puis je me dis, il faut ponctuer avec quelque chose. Puis je me dis, des paires de Murano ou de la passementerie. J'ai commencé avec des paires de Murano. Tout est possible. Tout est possible. Donc on la customise de 1000 façons. Oui. Et c'est là que je me suis dit, ça va devenir une robe écrin pour mes parures de fleurs. Pour présenter mes parures de fleurs en photo, en vidéo. Et donc j'ai dit, il faut trouver un nom. Et je venais de revoir une vidéo extraordinaire sur Luisa Casati, un hommage sur Arte. J'ai dit, voilà, on va l'appeler La Casati. Oui. Parce que Luisa Casati s'habillait chez Fortuny, s'habillait chez Paul Poiret, était la musée de peintre. Elle était la première femme qui a inventé la performance artistique. Par exemple, Luisa, il faut étudier sa vie, mais elle inspirait tous les artistes. Elle s'est ruinée, elle a fini ruinée sur les ponts à Londres, mais c'était la femme la plus riche d'Italie, qui faisait les plus grandes soirées vénitiennes, qui habitait dans un palais qu'elle avait pris, qui maintenant c'était la fondation Peggy Guggenheim qui a repris sa maison. C'est un palais qui passe de femme en femme, ça c'est dingue. Et là, donc sur le Grand Canal, elle organisait les soirées les plus folles. Et Louisa portait des sarouels, elle avait ce genre de vêtements. Par exemple, elle inventait la performance. Il y avait une soirée où cette marquise portait une robe toute en plumes, en aigrette. Au fur et à mesure de la soirée, les aigrettes tombaient, elle finissait nue. C'était génial. Mais Lady Gaga s'est inspirée d'elle. Oui. Lady Gaga s'est complètement inspirée de Louisa. C'est ça en fait. Oui. Quand elle mettait ses gouttes de belladone dans les yeux pour que ses pipis irradient, tu vois, c'est vraiment incroyable. Oui, ça allait très loin, très très loin. Oui. Donc le personnage est tellement fantasme, tellement fou que j'adore. Et je me suis dit, il faut pour cette robe Casati faire quelque chose comme ça. Et puis, entre-temps, j'ai commencé à faire quelques allers-retours à Venise. Et là, je suis retombé. J'avais déjà été plusieurs fois à Venise, mais là, j'ai donné un coup de foot pour Venise. Je me dis, il y a quelque chose à faire. Tu allais chercher quoi, là?
Quel était ton but? Peut-être. Connaissance non, ça s'est placé comme ça. Ramener des perles, peut-être? Oui, bien sûr, j'ai fait Murano, ça m'a amené là, redécouvrir les fournisseurs et l'air du temps. Et puis je me dis, ça bouge à Venise. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui bouge. Plus qu'à Paris, plus qu'à partout ailleurs. C'est pas pour rien que Bernard Arnault, François Pinault s'achètent des palais là-bas. C'est pas pour rien qu'il y a une biennale d'art contemporain. Oui, c'est pas pour rien que maintenant il y a Homo Faber, la biennale de l'artisanat d'art. C'est pas pour rien qu'il y a là-bas, il y a quand même la Mostra de Venise. Il se passe quand même des choses. Oui. Il se passe quand même des choses. Et puis, je vois des articles comme quoi qu'il y a plein d'artistes qui commencent à racheter des palais, qui commencent à racheter, installer leur atelier. Je me dis, là, Venise, il se passe quelque chose. On dit toujours, Venise va mourir, Venise se noie. Pas du tout. Pas du tout. Venise se maintient très très bien. Et bien sûr, bien sûr que les bâtiments s'abîment. Ils font tout pour pouvoir le préserver. On ne laissera jamais crever Venise. Jamais. C'est notre pouf, c'est nos origines à tous. C'est la mémoire de notre culture. Donc, en allant là, qu'est-ce que je suis tombé amoureux de Venise. Alors moi qui ne vis que pour Minorque, nouveau coup de foudre, Venise rassemble la nature, la lagune qu'est la nature, et l'art. Et l'art dans toute sa splendeur, dans les marques, dans les plafonds, je redécouvre les peintures du Tintoret, Velázquez, le baroque, le gothique. C'est un résumé Venise de tout mon travail depuis 20 ans. Parce que les perles de Venise, elles sont dans mes robes depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je travaille les perles de Venise. Et puis, je veux pas ce cliché du carnaval, le kitsch, etc. Certainement pas. Ce qui me touche à Venise, c'est, tu sens ce passé qui est là, et cet avenir qui est là aussi maintenant. Ça rejoint ce que tu disais. C'est extraordinaire. Et puis alors aussi, la lumière. Oui. Qu'est-ce qui me touche à Bruges, là, qui est la Venise du Nord? Je suis originaire de Bruges et de Gand, du côté de Deporter, notre fief, et de Courtrai. Ce qui est incroyable, c'est que il y a le lien, le parallèle est facilement fait. Qu'est-ce qui me touche à Bruges, à Gand? Parce que j'ai des amis qui sont dans le quartier Sainte-Anne, qui ont une villa qui loue, une maison du Moyen-Âge qui loue. Quand je vais loger chez eux, je suis émerveillé par la lumière dorée. Il y a une lumière dorée des plages qui ne sont pas loin finalement. Le ciel est doré à Bruges. À Minorque, à partir de 3h30 de l'après-midi, la lumière est ambrée, c'est de l'ambre, c'est de l'or. Avec les sols de Minorque qui sont en pierre sèche, une couleur de pierre qui fait qu'il y a une lumière dorée, une lumière ambrée à Minorque que tu as nulle part ailleurs, qui me touche, et je suis toujours amoureux de Minorque, de cette lumière. Depuis qu'est-ce qui Depuis 2019, j'ai découvert Minorque en 2019 parce que j'ai ma meilleure amie, une de mes meilleures amies qui est là, et qui est là, et qui est peintre, et je tombe amoureux de l'île, et j'y vais en vacances 3-4 jours par an, parce que j'ai plus le temps de partir, mais j'y vais souvent en automne, et j'ai besoin de ça, parce que voilà, je connais l'île par cœur. Il y a un côté il y a quelque chose dans le sol de Minorque, sur cette île. D'abord la nature, c'est la seule île des Baléares qui est classée par l'UNESCO. Il n'y a pas de béton, c'est pas massacré comme Majorque ou Palma de Majorque ou comme Ibiza, qui sont massacrés par le béton et l'asphalte. Là, tout est préservé, tout est protégé. La nature est spectaculaire. Tu peux pas faire. Il n'y a pas un autre endroit en Méditerranée où tu fais 2 km et c'est un monde différent. Tu as un mélange un côté catalan, un côté un petit peu de Sardaigne, un côté algérien, un côté marocain, un côté andalou, un côté presque grec dans l'architecture du petit village blanc, etc. Tu as des influences de tout. Tu as des endroits où tu te croirais au Mexique, d'autres endroits où tu te croirais aux Philippines, parce que les pierres, les minéraux, les plantes sont très différents. Et puis un côté très breton dans le nord, très escarpé, très sauvage, très minéral. Et puis le sud, c'est les plages de sable fin, les pins parasols, etc. Et la Méditerranée qui est bleue, transparente, turquoise avec les plages de sable fin. T'as pas un papier à terre, d'une propreté irréprochable. C'est extraordinaire. Et moi, mon rêve, ce serait, si je devenais riche, ce serait d'avoir une finca en plein milieu des terres,
Voilà. Ou une maison contemporaine qui se noie en pierre sèche, qui se noierait dans la colline et avec une vue sur la mer. Mais ce qui me manque à Minorque, bon, t'as Cittadella qui est la vieille capitale, Mahon la nouvelle capitale, qui ont des hôtels particuliers du XVIIIe siècle, très très beaux, mais il n'y a que ça. Oui, c'est ça, il n'y a pas assez. Il n'y a pas le patrimoine à Venise, t'as tout. Mais alors, on parlait de la lumière, Venise, c'est quoi la lumière de Venise? Ce sont les ciels pêches, les ciels rosés en hiver, en automne et en hiver. J'adore Venise en hiver, il n'y a plus un touriste, et que t'as tout pour toi, et que t'es seul dans ces rues qui sont parfois très glauques. C'est des scènes de film, t'as peur parce que t'as le bruit de l'eau des canaux, une odeur d'iode, et puis tu as le bruit de tes chaussures qui résonnent dans les clapotis des chaussures qui résonnent dans des ruelles étroites à sombre. C'est presque un coup de gorge, et en fait tu as aucune criminalité. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est qu'à Minorque, t'as pas de criminalité sur l'île. Les gens respectent. La plupart des personnes qui vivent à Minorque laissent tout ouvert, on vient pas voler. De toute façon, c'est une île, on sait pas. Donc c'est là où il y a les taux les plus bas de criminalité, avec Andorre, Minorque, Venise et Liechtenstein. Ce sont les endroits les plus sécurisés. Donc je me suis renseigné par rapport à tout ça. Et à Venise, franchement, bon, évidemment, t'as les pickpockets. Tu peux avoir ça sur la place Saint-Marc, mais tu n'as pas du tout il y a le Venise touristique, et puis tu as un Venise où tu vis très bien. Et c'est pour ça que j'étais très touché de rencontrer Servan. Je suis à la FNAC et je trouve un livre, le livre de Servan Guiol qui est sorti. Je l'achète, il venait de sortir, je l'achète. Je dis, mais quelle merveille son livre. Je la retrouve sur Instagram, je lui écris au culot, elle me répond, elle dit, je suis prêt, on peut se rencontrer, on échange. Là, une rencontre comme avec toi, ça qui coule de source, coup de foudre pour cette femme, déjà à travers de son livre, et elle nous reçoit, Maryse et moi, à Venise en novembre dernier, et on a un coup de foudre l'un pour l'autre en tant qu'amitié, et donc voilà. Tout nous rassemble. Tout nous rassemble. Et elle comprend ma démarche de fleurs. Elle me dit, mais vous savez, il n'y a pas de fleurs à Venise parce que il n'y a pas de fleuristes à Venise. Les fleurs se trouvent dans les stucs, dans les fresques, partout. Il y a des fleurs partout représentées, mais il y a très peu de bouquets de fleurs dans les hôtels, etc. Et donc la fleur, le carnaval, il faut des fleurs pour les costumes. Il y a le côté 18e, toutes ces femmes portaient à la Renaissance, etc. Les fleurs, n'oublie pas que quand Marco Polo est revenu avec les savoir-faire des dynasties chinoises, il est revenu avec tous les savoir-faire en Italie. Les premières fleurs artificielles au Moyen-Âge, à la Renaissance, sont démarrées à Venise, et après Florence, etc. Oui. Donc, retour aux sources. Les fleurs artificielles ont commencé en Europe par Marco Polo à Venise. Et après Jacques Coeur qui est revenu du savoir-faire des fleurs d'Orient avec les croisades. Il faut le savoir, tout ça. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le lien entre les fleurs et ma manufacture est évident. Donc Venise m'appelle. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et Servan t'appelle aussi. Est-ce que vous allez travailler ensemble? Alors on va travailler ensemble. Donc le but c'est qu'elle veut commencer à me faire des connexions, qu'elle a déjà fait d'ailleurs, avec certaines personnes clés sur Venise, et on envisagerait de faire des collaborations, des connexions, des personnes dans la décoration, dans la mode, dans certaines grandes familles vénitiennes. Les spectacles aussi? Plein de choses. Il y a les portes sont ouvertes, maintenant on va prendre la température, et ce sera au mois de septembre qu'on va faire ça. Pendant le cadre d'Homo Faber, à la clôture donc de la biennale d'Homo Faber qui est la foire. Alors Homo Faber c'est la grande foire de l'artisanat. Moi je considère Servan vraiment, et je lui ai dit par téléphone, tu es la dogaresse de Venise. Et la dogaresse c'est l'épouse du doge. Pour moi, elle est parisienne à la base, mais elle est la dogaresse de Venise. C'est incroyable, c'est une rencontre, une belle rencontre. Oui. Et pourquoi à Venise? Ce qui est dingue, c'est que sans penser que j'allais aller à Venise, je choisis comme nom le Portego pour le nom de mon caftan, et la robe Casassi
je l'ai baptisée la robe Casati en hommage à Luisa Casati, cette robe, la robe en velours. Donc le lien est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en scène les porte-égaux, les robes Casati à Venise, portées par des mannequins, portées par Servan, et on va commencer à trouver des égéries, et on va commencer à jouer tous les codes de Venise. Et voilà. Alors, il y a Paris. Paris reste Paris, capitale de la mode. Et donc, j'ai développé toutes mes relations. J'ai toujours ma marraine à Paris, à Indevon-Sicile. Et là, on va commencer à faire certaines choses à Venise, toujours avec l'ambassade de Belgique. On a rencontré le nouvel ambassadeur en poste à Venise. C'est la troisième génération qu'on rencontre, après François de Kerkhove et Vincent Mertens de Winmar. Et donc, et c'est chouette de rencontrer la nouvelle génération. Et donc là, on envisagerait de refaire des projets à Paris pour nous faire connaître. Bien sûr, les fleurs, on va pouvoir les mettre dans des multimarques, on va pouvoir commencer à développer maintenant. Donc maintenant, on est surtout sur le site internet. Fin août, il devrait être terminé. On va commencer, maintenant on a le site, à être de nouveau crédible et à relancer la machine. Donc je suis assez excité. Oui, j'imagine. Alors, les arts, on peut peut-être passer en revue. Oui. Les métiers d'art, je maîtrise. Oui, voilà. Alors, dans les métiers d'art que je maîtrise, donc on continue la haute couture. La haute couture, elle va se retrouver d'abord sur la robe Casati et le caftan, le porte-égaux. Tu as vu le miroir sorcière brodé sur le caftan, le morceau qu'on va bientôt monter, qu'on a pris de la feuille d'argent, qu'on a remis sur du coton, qu'on a oxydé, qu'on a rebrodé, un miroir sorcière. Alors pourquoi le miroir sorcière? C'est un code maison depuis toujours. Ce côté rayonnant qui ressemble à un ospensoir d'église. Le miroir sorcière se retrouvait dans les peintures de Van Eyck, de Van Dyck. On le retrouve dans les peintures. C'était les miroirs qu'on mettait chez les banquiers au Moyen-Âge, qui étaient un peu d'antivol. C'est un peu comme tu trouves dans les grandes surfaces, au plafond. Oui. C'est un miroir sorcière. Ça servait aussi à éloigner le mauvais esprit. Oui. Mais alors j'aime bien tout ce qui est déformation, distorsion du visage, etc. Dans le reflet, il y a un côté mystérieux, tout ce qui touche autour de l'ésotérisme, la sorcellerie. La symbolique, chacun trouve la sienne. Mais... J'adore. Oui. Et ma grand-mère avait des collections, elle avait un mur avec des miroirs sorcières ici dans la maison. Oui. Tout ça a été vendu, mais dans les années 50, on faisait des miroirs, c'était l'époque de Lynn Vautrin, la grande décoratrice qui faisait des bijoux. Lynn Vautrin revient à la mode tout doucement, et elle avait inventé les miroirs sorcières qui sont vendus maintenant à des 130 000 euros, c'est impayable à Lynn Vautrin. Donc c'est un retour à tout ça, en hommage à ma grand-mère de nouveau, comme maison, et donc j'ai mis ça. Et ce caftan va être filmé, photographié sur corps à Venise. Et moi, je m'imaginerais bien, je vois très bien la scène dans un palais baroque, avec un reflet de soleil là-dessus, dans ce miroir qui est dans le dos du caftan. Voilà, on va mettre en scène. En plein plexus solaire en plus. Hein, ouais. Cette hauteur-là que tu l'as mis. Hein. Derrière, dans le dos. Oui, dans le dos, mais c'est quand même le plus. Je trouve ça beau. Ça rappelle aussi la carte des bustes de Elsa Schiaparelli. Schiaparelli avait créé avec le stage de Gros Brodeur il y avait un cœur rayonnant. Saint-Laurent a travaillé ça aussi, ce côté rayonnant en fait très positif finalement, et donc c'est un petit peu ça quoi. Mais moi c'est vraiment une sorcière, je trouvais ça intéressant. Donc voilà, alors donc on continue à voir la haute couture. Alors on va revenir à des pièces de haute couture bien entendu, mais pour l'instant il y a trop de choses à faire, donc je me limite à la robe Casati. On va essayer d'en faire un best-seller, la mettre sur des personnalités, la mettre à toutes les sauces avec des parures de fleurs, toutes les formes de poignets, toutes les formes de ferme, même si c'est des ceintures, des ceintures, les chevilles aussi. Oui, il y a vraiment plein de choses. La mettre sur plein de personnalités différentes. Ensuite, l'autre stratégie, c'est de développer nos lignes de fleurs. C'est la base de notre société. Donc, on commence d'abord à travailler beaucoup en sur-mesure pour les clientes. Donc, les clientes viennent avec leur tenue. Voilà, j'ai besoin d'avoir une fleur, mettre en chapeau. Donc, on est occupé de faire des commandes pour l'instant. Pour l'instant, on fait toutes les boutonnières pour des hommes pour une suite de mariage, avec les gardénias. Beaucoup d'hommes sont déjà venus me commander des pièces. J'ai eu un couple de décorateurs qui sont venus et qui m'ont commandé des chrysanthèmes noirs pour mettre pour leur mariage. Avec le centre, quelle couleur? Tout était noir. Tout noir. C'était leur fleur préférée de leur grand-mère, et donc ces deux hommes ont voulu avoir des chrysanthèmes noirs pour mettre. Voilà, ils sont très raffinés et ils ont commandé ça. Donc on a tous les dandys qui commencent à débarquer chez nous. C'est magnifique. Donc ça touche tous les milieux. On a des hommes voilà, de tout milieu qui viennent chez nous, qui s'intéressent à remettre des boutonnières en boutonnières pour les smokings très élégants. Donc là, on va développer pour les hommes des lignes de gardénia.
on va, quel symbole à la maison, on a des lignes, tout ça va se vendre sur le site, à la commande aussi, les fleurs, donc une base de fleurs, des collections de fleurs, des capsules de fleurs, mais tu te rends compte de 8000 outils, tout ce que je peux faire à l'infini, et on ne sait plus me copier, puisque personne n'a les outils des feuilles pour le faire, personne n'a le matériel ou les machines pour pouvoir faire des productions, etc. Donc c'est ça l'avantage, c'est qu'on va pouvoir garder cette exclusivité. Mais je ne veux pas faire des productions de milliers de pièces. Moi j'aurai des best-sellers, mais je vais faire des capsules, on les limite à 25 exemplaires numérotés pour garder l'exclusivité. Et je pense que c'est important d'avoir gardé le level, quoi. Ça ne sert à rien de vouloir faire des fleurs du niveau, peut-être de l'innovation, qui sont faites en Chine. On n'est pas du tout dans le même produit, quoi. On va avoir des fleurs de haute couture, donc on va avoir 4 niveaux. Tu auras des fleurs qui commenceront à 45 €, première palette de 45 à 120 €, deuxième palette 150 à 380 €. On est déjà dans du plus luxe. Puis une autre palette de 400 à des 800, 900 €, et puis une dernière palette vraiment à la Rolls-Royce, la haute couture, qui va être de 1000 €, et ça peut terminer à 2-3 000. Pourquoi 2-3 000? C'est le temps, les heures qu'on passe sur la pièce. On vend des heures. Donc il y a plusieurs techniques pour les faire. Tout ce qui est peint à la main prend plus, c'est pétale par pétale, ça justifie le prix, on vend des heures. Donc s'il faut une seule fois la fleur, il est normal qu'elle coûte un certain prix. On vend de la matière aussi, c'est du cachemire, du cristal Swarovski dessus, si c'est des plumes rares, anciennes vintage qui sont collées dessus, si c'est le temps passé dessus, c'est ça qui justifie le prix. Mais il y aura tous les niveaux. C'est-à-dire que monsieur et madame, tout le monde pourront se payer une fleur chez moi, comme la superstar qui a les moyens de pouvoir se payer de belles pièces, ou la personne qui veut la pièce unique. Ces fleurs pourront être transmises de la grand-mère à la petite fille. C'est la même démarche, comme un sac d'Elvaux. Si elles sont bien conservées dans les boîtes, elles seront pérennes, ou sous cloche de verre. C'est un bel objet que tu peux mettre sous cloche de verre. On peut développer les arts de la table pour Noël, etc. Mais alors aussi, les fleurs sont vendues dans une boîte bleue de Prusse. Alors mes boîtes sont faites par la maison Saint-Urubox, qui est une maison belge, qui est installée qui était à la base à Oulart et qui sont installés à Villers-Saville. Le propriétaire est un de nos amis, et on a créé ensemble une boîte unique pour moi. Je peux choisir mon papier, etc. La boîte, elle fait penser aux vieilles manufactures, fournisseurs de la cour, qu'on pouvait trouver en France, etc. à l'époque du Napoléon III, quoi. Donc on est vraiment dans une boîte d'emballage bleu de Prusse, un petit peu comme l'orange Hermès, en fait, tu vois. Je me suis approprié la couleur bleue de Prusse, qui est la première couleur artificielle de l'histoire, une des premières couleurs chimiques artificielles qui a été créée en 1704 en Prusse. Et c'est un peu la couleur des uniformes des Prussiens, en fait. C'est ça, en fait, le bleu de Prusse. Qu'on a retrouvé dans les estampes japonaises, c'est la première couleur artificielle qui est partie au Japon et qu'on a retrouvé dans les estampes japonaises, comme Dokusai, la grande vague de Kusai, elle est en bleu de Prusse. C'est ça qui est incroyable. Si des personnes veulent identifier c'est quoi le bleu de Prusse, c'est ça. Donc tout le monde trouve ce bleu de mes boîtes ultra chic, et donc je suis vraiment content que c'est un pari réussi. Donc pour l'instant je ne peux pas financer, ça coûte très cher, les boîtes d'emballage suivant les tailles. Et donc toutes mes robes, mes vêtements, d'abord mes fleurs sont vendues dans ces boîtes. Après je compte faire des cintres bleus de Prusse, floqués, mais aussi peut-être des belles housses ou des belles boîtes bleues de Prusse pour les robes. Ça c'est des plus gros budgets, ça viendra avec le temps. Donc ça c'est pour l'ADN de la maison. Tout le storytelling, tout le packaging, tout ça est occupé de se mettre en place. À côté de ça, donc on a parlé de ma mode, on a parlé de la parure florale, produits, diadèmes pour les mariages, pour les mariés, on en a déjà fait, etc. Maintenant, on va parler de la photographie. Oui, voilà ton grand. Alors, je me lance dans la photographie. C'est une de mes amies depuis de longue date qui faisait le numérique pendant des années, Florence Del, qui me soutient depuis des années et qui est devenue mon maître en photo et qui m'a appris cet hiver la photographie au collodion humide. Le collodion, c'est les premières photographies sur plaques de fer ou les ferrotypes ou plaques de verre qui sont de fait de couler du collodion. Ces matières c'était inventé en 1850 et c'est le fait de couler le collodion, développer avec une vieille chambre noire, une vieille chambre photographique, les photos. On est méritant parce qu'on n'a pas de Photoshop, on ne sait pas tricher, si la photo est mauvaise, elle est mauvaise, et c'est d'une technicité horrible. J'ai mis
1 mois et demi pour maîtriser la technique et j'ai eu toutes les merdes possibles imaginables qu'un photographe peut vivre dans le collodion. Tous les problèmes de chimie, les problèmes de climat, les problèmes de lumière, parce que ça varie tout le temps, les problèmes de poussière. Donc avant que je puisse maîtriser la technique, il a fallu plus d'1 mois et demi et rater 150 plaques. Alors, ça t'a pas découragé? J'étais découragé, mais j'ai continué. Au même titre que c'est difficile de faire des fleurs. Au même titre que c'est difficile de faire la haute couture. C'est la technique, l'acharnement. Et là, j'ai réussi à maîtriser la technique. Enfin, donc j'ai un vieil appareil photo d'un ancêtre qui date de 1880 et je fonctionne et je travaille avec l'appareil photo de mon ancêtre et je fais les photos moi-même. Donc j'ai une chambre noire ici et je développe des photos. Alors j'ai Brian qui est un de mes modèles, un mannequin qui pose nu pour moi et je suis occupé de faire un herbier sur corps nu de plantes toxiques. Toutes les plantes toxiques, et là ça va parler de mon histoire, la toxicité dans le couple, dans le travail, dans l'amitié, et les relations toxiques. Mais ça va aller plus loin, c'est pas bêtement faire des photos sur plaques et les mettre des cimaises dans l'exposition, ça va être une installation que je garde secrète, parce que mon travail va durer 2 ans. Pour faire toutes les photos, les plantes que je photographie, c'est aller sur 2 ans, parce qu'il faut, suivant les saisons, les trouver, les plantes pour les photographier. C'est un herbier sur corps, mais qui sera installé dans un musée, et ça va être des pièces qui... il y aura une interaction avec le public, et ça c'est de l'art contemporain. Oui, et ce projet est venu comment, et est-ce que tu as déjà le point d'aboutissement? Oui. Tu sais où, tu sais avec qui, etc. Oui. Ou tu pars un peu à l'aveugle et... Je suis parti un peu à l'aveugle, mais maintenant... Ça fera 2 ans. Mais... Tu sais où tu vas. Ah, je sais où je vais, je sais que ça prendra 2 ans, parce que j'ai pas eu le temps de faire toutes les fleurs que je voulais du printemps, par exemple. Donc je dois attendre le printemps prochain pour continuer les saisons. Et puis j'ai besoin d'avoir un designer dans le mobilier pour m'aider à la présentation. J'ai besoin d'avoir... d'étudier toute une technique pour la performance artistique qu'il y aura avec ce travail photographique. La performance artistique? Ah oui. Parce qu'il y a la performance, et puis alors après l'introduction dans le musée dans lequel ce sera présenté. Tu sais déjà quel musée? À Paris. Mais j'en dis pas plus. D'accord. Mais voilà. Mais c'est un très long travail en cours. À côté de ça, on a le travail de la peinture. Donc je me lance dans l'art contemporain. Donc je vais faire de la peinture à l'huile. Des immenses toiles pour les musées. On est dans des toiles 6 panneaux. Le premier panneau, ça va être 6 panneaux de 2,50 m de haut sur 1,50 m de large x 6. Je sais pas si t'imagines, c'est gigantesque. Et ça aura un lien avec les forêts, mais j'en dis pas plus. Et en greffant le travail de parlerie florale dans les toiles. Ensuite, il y a le... Pendant combien de temps et Aucune idée. Aucune idée. Ça, c'est un projet qui n'a pas un lieu d'aboutissement, une cause. Un musée. Il y aura une cause. Il y a une cause. Ça, tu n'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Mais par contre, la mode, mes modèles vont poser devant. Peut-être qu'il y aura un défilé, une capsule devant le tableau, comme fond de décor. Oui. Et ça a un lien avec ce que tu as raconté dans le podcast précédent sur la forêt. La forêt de soins, bien sûr. D'accord. Donc là, il y a un lien. Oui. Ensuite, c'est prévu aussi, c'est des œuvres pour les musées, c'est des formats gigantesques. Oui, donc là, j'ai dû apprendre le métier de la peinture à l'huile, réapprendre les techniques. Bon, j'ai fait les beaux-arts quand j'étais jeune, je ne sais pas si tu te souviens dans le premier podcast, j'ai fait les beaux-arts, mais je réapprends la peinture à l'huile. Heureusement, j'ai plein d'amis qui sont peintres en peinture à l'huile et qui me coachent, mais j'ai dû apprendre aussi monter les châssis, des grands formats, les toiles de lin, l'enduire des gessos, enfin, je rapprends tout un métier. Donc il y a ça. Ensuite, il y a la sculpture. Et là, c'est là que tu interviens pour m'aider aussi dans la sculpture. On est occupé de faire une sculpture en laiton, mais on ne dit pas plus non plus. On garde tout ça secret. Là, tu as vu, on n'avance pas dessus parce qu'on a trop d'urgence. À côté de ça, mon comptable est mort, donc je suis occupé de faire toute ma gestion, mes déclarations de TVA, d'impôts, je fais tout moi-même. Donc je dois encore gérer toute cette partie-là des papiers. Il ne faut pas croire que j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Je fais tout moi-même aussi sur ce plan-là. J'ai une notion de l'argent. Puisque j'en ai toujours manqué et j'ai toujours eu mes difficultés à pouvoir dans le passé, comme on m'a roulé comme tu sais plusieurs fois. Donc j'ai le mérite de savoir rebondir et de savoir m'en sortir financièrement aussi. Et de faire avec peu. Et faire avec peu. Oui. D'avoir cette notion de ne pas gaspiller. Ça, c'est un avantage que j'ai par rapport à beaucoup de créateurs de mode. Si on m'engage un jour dans une maison,
je sais compter, je sais tu réinvestis dans tes projets. Et je réinvestis et je sais être raisonnable. C'est ça le mot, savoir être raisonnable. Oui. Là où la plupart ne le sont pas. Et créer des choses qui se vendent et des choses qui soient portables. Tout ça, c'est super important. Quoi. Mais donc, je pense que oui, maintenant je peux dire, à 40 ans, je commence à être mature et que je sais maîtriser beaucoup de choses. Et cette pluridisciplinarité, difficile à dire, dis-le un peu. C'est dur, hein. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est des mots qu'on ne prononce jamais. Qui fait que oui, je peux être innovant à notre époque, quoi. Je peux être innovant dans plein de choses. Et que là, je m'éclate de toute façon, qu'est-ce que je suis heureux maintenant, qu'est-ce que je suis heureux dans tout ça. Mais je bouillonne de présenter tout ça à tout le monde, au monde, tout ce que je souhaitais de créer. Mais c'est très lent, c'est des projets très longs. Le travail sur la sculpture, le travail sur la photographie, ça fait 2 ans à la photo. C'est pas pendant 2 ans je pourrais montrer mon travail. Parce que quand mes photos sont finies, il faut maintenant faire le texte de ce que je veux faire en performance. Tout est né, et tout est en pleine évolution au fond. Tu vois, c'est comme l'éducation des enfants. Enfin, je veux dire, tu es en pleine, tous tes projets sont en pleine évolution. Tout à fait. Mais ils sont nés. Je l'ai vu, j'ai vu tout ce dont tu as parlé. Je vois un peu de tout. Oui. Et tout est ordonné en plus. Oui. On croit que c'est de briques et de broc, pas du tout. Enfin, il y a du brique et du broc. Et j'ai un temps pour j'ai un temps pour la peinture, un temps pour la photo, un temps. Par exemple, la photo, je fais mes photos un dimanche sur 2. Voilà. La peinture, ça va se ponctuer parce qu'elle est en séchage. Donc voilà, à tel moment. Et puis j'essaye maintenant de mettre des délais. Il faut que j'ai fini tel projet. Pour l'instant, on est à fond sur la clôture de la capsule ciseau, de cette partie du thème ciseau, cette petite capsule de vêtements. On va avoir chaque fois des thèmes. Oui. Donc voilà. Quant à Venise, il faut préparer tout pour Venise. Oui. Ah oui, parce que Venise va revenir tout le temps. Venise, ça va être le fil, c'est un peu l'ADN de la maison, ça va venir tout le temps. Et puis Paris aussi, et la Belgique, voilà, on va jouer sur ces pôles-là. Par contre, il y aura des capsules, des thèmes qui vont être occurrents et qui, voilà, les fleurs, comme je dis, elles sont dans tout. Je suis devant là de cette soupière, la rétro de la belle époque ici, avec les fleurs en céramique. On peut très bien imaginer de faire une capsule tout sur la céramique, sur la porcelaine. Oui, tout à fait. Et donc Venise, pourquoi Venise? Parce que Venise, maintenant, c'est septembre. C'est demain, septembre. Oui, il y a ça. Et puis alors, et puis je sens que Venise m'appelle. Et je suis mon instinct, comme j'ai toujours fait. Oui. Et donc, je ne serais pas étonné que je finisse peut-être mes jours là-bas ou que je prenne plus tard un pied-à-terre là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens bien là. Loin de tout ton matériel. Loin de tout ça. 8000 pièces, tu as quand même raconté 8000 pièces. Je suis lié avec 16 tonnes maintenant. 16 tonnes en plus en Venise. Les palais vont couler. À mon avis, tu vas voyager plutôt, non? Je sais pas. Est-ce que tu as encore quelque chose à passer autour de ton futur, de ce que tu as envie de donner, de demander, des objectifs, des opportunités, des défis, des dépassements, enfin je ne sais pas, quelque chose dont tu as envie... Non, parce que mes nouveaux défis, c'est vraiment commencer à me faire connaître dans d'autres milieux que la mode. Oui, voilà, la mode, j'ai un peu fait le tour de la question. Bon, si j'ai l'opportunité de pouvoir continuer, ça, évidemment, je reste créateur de mode et voilà. Mais non, les défis de la reconnaissance en tant qu'artisan dans l'avenir, ça compterait beaucoup pour moi. Avoir une reconnaissance de mon pays, de ma valeur en tant qu'artiste à part entière, comme Isabelle Aubograve, etc. Ça me ferait plaisir qu'on puisse reconnaître que oui, que j'ai du mérite, quoi. Vraiment. Donc c'est vrai qu'on est tous en quête de reconnaissance. Il n'y a rien à faire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Et c'est important. Parce que c'est un moteur pour aller plus loin. Je sais que le grand public est reconnaissant. On le voit bien quand j'ouvre mon atelier ici, que je n'ai tout le temps. Dieu sait qu'on a toute la Belgique occupée de défiler chez nous, occupée de visiter l'atelier.
ils sont les larmes aux yeux, ils me prennent les mains en me disant après en disant mais continuez à nous faire rêver, merci de sauver ce patrimoine. Je l'ai la reconnaissance du grand public, mais je ne l'ai pas forcément des institutions ou des personnes qui véhiculent l'image, c'est-à-dire la presse, etc. Donc ça c'est très important que, en tout cas dans le domaine en tant qu'artiste à part entière, artiste, artisan, pluridisciplinaire, j'aimerais avoir cette reconnaissance. Ça oui. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Voilà. Mais c'est clair que, c'est clair que ça, ce serait chouette. Ça nous soutiendrait. Voilà. Dans l'avenir. Donc, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est, mon objectif, c'est de pouvoir exceller dans mes nouvelles disciplines. La photographie. Au collodion, c'est tellement difficile. J'étais chercher le pire dans le domaine de la photo, c'est la collodion. Non, je pense que le pire, c'est encore le charbon. Les techniques de charbon, ça, c'est encore pire. Mais en tout cas, le collodion, voilà, n'a pas beaucoup qui savent le maîtriser. Dans cette reconnaissance-là, dans l'art contemporain, dans l'artisanat d'art, la décoration, prendre une place dans la décoration. Voilà, c'est de pouvoir continuer à faire rêver, de toucher, d'apporter un bien-être, du bonheur pour les autres. Et ça, oui, ça c'est magnifique. Pour les en fait, c'est ça. C'est ça le principal. Que toi, tu sois heureux et que tu fasses, tu sais que tu crées des petits moments de plaisir et de bonheur et de joie pour toutes les personnes qui viennent te voir, visiter ton univers, et puis faire connaissance. C'est le moteur qui a toujours été là depuis toujours, c'est le côté humain. C'est vrai, j'ai une famille d'amis extraordinaire. Si je devais compter la centaine d'amis et des véritables, parce qu'on dit toujours oui, il faut séparer les amis, les relations. Non, moi je parle de véritables amis fidèles qui sont là, mais que je vois peut-être plus pendant 6 mois, 1 an, et puis mais les liens sont là. Là, je dois dire que je suis comblé de ce côté-là. Donc c'est d'enrichir ce patrimoine, c'est un patrimoine pour moi d'amis, humain. Peut-être aussi de le partage, de continuer à soutenir les causes, de soutenir peut-être des artisans, ce côté un peu comme fait Stéphane Bern. Stéphane Bern est exceptionnel. Devenir un petit Stéphane Bern serait déjà pas mal aussi de ce côté-là, au côté de pouvoir donner des coups de pouce, soutenir les autres, etc. Ça c'est très important. C'est pas réussir pour moi, c'est réussir pour un ensemble de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des rêves à travers moi et ça j'en ai conscience. Je pense que ce qui est le plus important encore au-delà de tout ça, c'est de me donner les moyens financiers de pouvoir m'épanouir dans un art de vivre personnel au travers d'une jolie maison, au travers un maintien de ce que je construis, de transmettre tout ça après, sauver ce patrimoine, le transmettre, laisser une petite trace derrière. C'est mon ego qui parle, mais c'est important. Et puis quand même peut-être tout doucement penser à une vie privée, fonder une famille. D'accord. Ça, je voudrais pas passer à côté. Parce il y en a beaucoup qui réussissent une carrière, mais si sur le côté tu ne réussis pas une vie privée, tu passes quand même à côté de quelque chose, quoi. Et là, tu as aussi quelque chose à donner. Et là, il y a quand même quelque chose, bien sûr. Après, bien sûr. T'imagines ? Bien sûr. J'ai eu beaucoup d'expérience. Je n'ai aucun regret. Voilà. Mais je dois y penser aussi. Oui. C'est important. Toi et les petites toi qui naissent de tout ça. Oui, enfant, c'est pas ça qui est le plus important. Mais bien que je pense que je serai un très bon père avec des bonnes valeurs, parce que je pense qu'avoir des enfants plus tard dans la quarantaine, tu as un vécu et tu es plus mature quand tu en as 20. Oui, bien sûr, c'est autre chose. Et il n'est jamais trop tard pour pouvoir fonder une famille. Donc voilà, je lâche prise, je laisse venir les choses, quoi. C'est magnifique. Donc non, 40 ans, c'est la maturité, c'est avoir lâché prise sur... honnêtement, j'ai vraiment lâché prise sur mes frustrations, sur ce qui me faisait râler, etc. Mais je sens plutôt encore une injustice par rapport aux autres, à la souffrance des autres. Tu vois, c'est ça que je parlais tout à l'heure, dans le manque de reconnaissance des artisans, des artistes, etc. Il y a vraiment beaucoup de personnes sont livrés eux-mêmes, ne sont pas reconnus, il manque des labels d'artisans, il manque des labels de distinction, comme on avait parlé dans le podcast, il y a tellement à faire.
au niveau des artisans. Ouvrez les yeux, ouvrez le cœur, accueillez. Alors c'est un appel au réveil, on va dire, plutôt qu'un coup de gueule. Un appel au réveil, réveillez-vous, ouvrez les yeux. Oui, et je ne dis pas pour moi en mon nom, je dépassais ça, même si ça m'a un peu blessé dans le passé. Non, maintenant il faut ouvrir aux autres. Il est temps d'aller chercher toutes les pépites qui sont dans l'ombre. Exactement. Et il y en a qui sont dans des cannes, qui font des cannes en ébène, il y en a qui sont dans la céramique, j'en rencontre tout le temps. Mais tu peux pousser aussi. Ou alors je devrais devenir journaliste, prendre une casquette supplémentaire. Il faudrait que je fasse ça. Les chercher toi-même et les pousser. Peut-être. Les aider. Venez chercher de l'aide alors, chez toi. Peut-être. C'est très accueillant en plus. Parce que, il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes, peut-être être un porte-parole plus tard. Pour l'instant, je dois encore penser à moi. Je dois penser encore à avancer dans mon travail. Tu vois, c'est vital. C'est mon métier. Moi, je veux gagner ma vie. Hein. Il faut vraiment y penser. Tu vois, je suis pas encore en sécurité pour l'avenir. Donc voilà. Mais c'est vrai que, c'est dur. C'est vraiment dur quand je pense ça. Parce que pour créer tout ça, tu as dû quand même créer ton univers et acheter du matériel, parce qu'on ne fait du bon travail qu'avec exactement. de bons outils. Ouais. Donc c'est un long chemin. Hein. Oui, un long chemin. Mais si on fait les résumés maintenant de la décennie qui a entamé, parce que c'était déjà sur mes 43 ans, je dois dire que j'ai un beau cadeau de la vie là. Hein. Grâce à tous le don des crowdfunding qu'on a eu du public, on a quand même eu une jolie petite somme de 9 000 € qui m'ont soutenu. La bourse de la région wallonne, c'est quand même chouette d'avoir pu obtenir ça. Même si je me suis battu pour l'avoir, ça ne m'est pas tombé du ciel. C'est un joli cadeau. Mme Pinault qui m'a soutenu, Maryse qui est toujours là, mes amis, il y a quand même une certaine presse qui me soutient aussi, qui est là. Je leur dis toujours, heureusement que vous êtes là, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de communication, voilà, c'est assez important. Puis on a quand même la princesse Astrid qui nous soutient de manière admirable, le prince Laurent et Claire qui restent fidèles, la reine qui est venue chez moi, qui m'a quand même mis à l'honneur plusieurs fois en me permettant de créer des robes. C'est quand même une belle reconnaissance. Il n'y a pas beaucoup de créateurs belges qui arrivent à ça. Hein. Enfin, je veux dire, de pouvoir avoir l'honneur de pouvoir travailler pour les membres de la famille royale. En Belgique, on n'a pas de stars. Oui, c'est un honneur. Oui. On n'a pas de stars en Belgique. Puisque chaque fois ils doivent partir pour pouvoir être connus à l'étranger. Donc les seules stars, c'est Lara Fabian, Steve Barrault, voilà, elles sont venues chez moi, c'est génial. Je leur suis vraiment reconnaissant. Je pense que c'est un tout. Je suis pas arrivé là. Bon, ma mère, qui est la première. On parle même pas de l'essentiel. Oui, mais oui, j'allais terminer avec ma mère m'a soutenu. Elle a première qui a créé en moi depuis des années. Qui sont autour de toi, franchement. Oui. Déjà des parents qui ont accepté que je fasse ce que je fais. Oui. Une mère qui est là depuis toujours, pour me protéger, pour me soutenir moralement. Elle a traversé tous les cheveux blancs qu'elle a fait grâce à moi. C'est mon œuvre. C'est grâce à moi qu'elle a fait ses cheveux blancs. C'est quelqu'un qui a traversé chaque émotion au quotidien, vraiment très proche. Donc elle voit quand même qu'il y a une évolution, heureusement. Quelle frustration pour les créateurs qui percent quand leurs parents sont morts. Comment partager cette fierté? Regardez, j'ai réussi. Moi, j'espère que j'irai encore plus loin de leur vivant, quoi. Tu vois, parce que c'est important pour moi. Mes sœurs qui ont accepté aussi, qui m'ont soutenu, qui sont quand même là. Même si je suis pas très proche d'elles, parce que bon, elles font chacune leur vie. Elles sont là, elles ont envie que je réussisse. Oui. Pas pour leur gloriole, pour être, c'est pas cette fierté pour elles, c'est par elles savent très bien comme j'en ai basé, et elles sont inquiètes aussi, elles ont traversé cette inquiétude aussi de difficultés, donc et j'espère pouvoir leur rendre, j'ai envie de rendre aussi à toutes ces personnes leur envoyer l'ascenseur, tu vois. Alors tout le monde me dit oui mais on ne le fait pas pour ça, oui mais non c'est sûr. Oui. Je sais, mais j'ai envie de le rendre. C'est aussi cette fierté de pouvoir rendre les choses après, quoi. Tu vois, c'est
c'est bien de recevoir, mais il faut me laisser rendre après, tu vois. Et pour ça, il faut que j'ai les moyens de pouvoir rendre. Tu vois, c'est pas forcément financier, hein. Oui, c'est ça, c'est pas du matériel. Mais voilà, c'est des petites attentions, des petites choses, tu vois, donc tout ça est très important. J'ai conscience. En fait, à 43 ans bientôt, j'ai conscience de tout. Là où je viens, où j'en suis, là où je veux être, mon ambition, monter la fragilité, rien n'est acquis. Du jour au lendemain, tout peut basculer, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Je l'ai vécu. Donc, et j'ai pu traverser, pas de burn-out, pas de dépression. Je n'ai jamais fait de burn-out, de dépression. Là où combien se tomber dans la drogue, ou tous les travers, toujours gagné ma ligne de conduite. Pourquoi? Parce que j'ai appris à gérer mes émotions. C'est un point important. Donc, ce qui veut dire que je suis prêt à être à la tête d'une maison aussi, de pouvoir la gérer à Paris en tant que créateur. Donc, oui, non, je pense que j'ai... là maintenant, oui, maintenant je suis assis. C'est un beau bagage. J'ai un bon bagage. Et grâce, comme j'expliquais, grâce à toutes ces expériences qui ont été douloureuses, c'est ça qui quand Chanel dit on devient fort par ses échecs, non par ses succès, elle le dit, mais elle a vécu et il faut le vivre. C'est pas, je n'ai jamais été un fils d'eux ou quelqu'un qui avait des parents qui étaient dans le milieu, comme c'est le cas de certains chanteurs, des parents qui... C'est facile de percer quand on a déjà un bagage ou qu'on a un nom, déjà une grande famille, etc. Quand tu démarres de zéro, pas oublier de là où je viens. J'étais d'une famille modeste, bourgeoise, mais il n'y avait pas d'argent. Non. Il y avait cette maison en ruine. J'ai eu de la chance d'avoir cette maison en ruine. Et le soutien et la présence de tes parents. De mes parents. Tes amis proches. Ouais. Il y en a que tu as trié un peu, mais il y a quand même des personnes, et cette femme Maïs aussi, et certaines personnes. Et puis des personnes qui étaient là, et qui sont là, qui sont pas là. Des stagiaires adorables qui passent, et puis qui partent. Oui, chacun apporte un petit plus. Donc voilà, chacun apporte. C'est un chemin. Et tu sais quoi, à l'heure actuelle, j'en arrive même à remercier. C'est horrible de dire ça. J'en arrive même à remercier les personnes qui m'ont fait du mal. C'est fort, hein, d'arriver à ça. D'arriver à dire finalement merci. Parce que si vous n'avez pas été là, j'aurais pas pu devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis content. Moi, j'ai comme objectif, ce qu'il y a aussi, c'est que je suis quelqu'un qui mange sainement. De temps en temps, je me fais plaisir, comme hier. mais je mange ultra sainement. C'est pas si mauvais ce que tu as mangé. Je mange sainement. Je suis un vrai belge, j'adore les frites. Donc voilà, j'ai mangé des frites. J'ai osé manger. Non mais, je mange sainement. Tu as vu, c'est 3 litres de thé de Tamarukucha depuis plus de 15 ans. Tu as vu, je vis pas, je n'ai pas de rides, etc. Donc j'ai une hygiène de vie draconienne. Je fais travailler mon cerveau au maximum. Je suis quelqu'un qui travaille 17 ans par jour. Par jour, c'est 17 heures par jour, je travaille. Oui, et tu dors. Je dors aussi un petit peu. Je dors très bien. Ouais. Et alors, et puis je fais beaucoup de fitness, des courses à pied, du footing en forêt, et puis beaucoup de sport. Oui, tu as quand même une discipline. J'ai appris à me donner une discipline. Personne ne m'a appris, j'ai appris par moi-même. À me dire, voilà. Tu as senti que c'était un besoin finalement. Un besoin, il faut quand même, on a beau être pendant les échecs, et puis aussi faire un travail personnel. Je n'ai jamais vu de psychologue, de thérapeute, bien que j'ai plein d'amis autour de moi qui sont thérapeutes et qui me donnent des petits filons, des conseils, mais tout ce travail, ce bagage émotionnel, c'est ce chemin de croix que je vais traverser, parce que Dieu sait que c'est un chemin de croix. Dans ma tête, j'ai fait un travail pour traverser tout ça. Hein. Oui. Pour retrouver ton axe finalement à chaque fois. Mon axe à chaque fois, et puis les leçons de vie, et c'est de la philo, etc. C'est par moi-même, hein, tout ça, que on a des lectures à aller chercher, etc. Et Dieu sait que je n'ai pas fait un travail terrible sur cérébral, psychologique. Et le chemin, c'est un chemin personnel. Pour évoluer, élever, etc. Et c'est jamais fini. On se dit, j'ai terminé, non, tu auras ramassé un truc que tu t'attendais absolument pas, c'est reparti, et alors tu recommences. Les constellations familiales, qu'est-ce que je n'ai pas travaillé ça?
comprendre les karmas de famille que tu hérites dans ton bagage de ta grand-mère, ou que tu vas dans l'enfance, dans la psyché, et tu vas chercher la petite phrase que la grand-mère a dit, qui t'a cassé, qui t'a blessé dans l'enfance, que tu as refoulé dans l'enfance. Je connais tout ça, moi j'ai... Et chaque fois, comment remonter ça, tu recherches par toi-même c'est terrible. Et tu trouves. Terrible. Oui. Et là, c'est fascinant. Une force, c'est une force. Ouais, il faut. Oui. Moi, j'avais écrit une citation, je ne sais pas où je l'ai mis, j'écris beaucoup aussi des petites phrases. Et j'avais écrit tel un chevalier, va dans ta combattre dans tes démons, dans ta psyché. Je ne sais plus, j'avais écrit un truc magnifique il y a 5 ans, il faut que je retrouve cette note quelque part. J'avais écrit quelque chose de très beau, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage pour se remettre en question, beaucoup de courage pour aller dans sa psyché, chercher, combattre les démons. Oui. Et c'est plus facile parce que la plupart ils mettent des couvercles ou font semblant qu'ils font un travail en allant voir leur psy, mais ils ne réparent pas ou voilà, il faut découdre et puis il faut réparer, il faut recoudre. C'est pas s'auto-convaincre. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Non, et c'est quelque chose qui ne se dit pas non plus. Non. C'est pas. Non, sinon ça vient. C'est pas. Voilà, ça tout compris. C'est des choses qui se font. C'est un travail personnel. C'est quelque chose qui se fait seul et on n'a pas besoin d'en parler. Non, c'est ça. Oui, exactement. On n'a pas besoin d'en parler. Mais c'est quelque chose qui se ressent. Et il y a des personnes que j'ai plus vues depuis 10-15 ans et qui me revoient et disent mais qu'est-ce que tu as changé? Oui, j'espère bien. Mais c'est le travail que je fais personnel. Et c'est jamais fini. On ne sait que sur son lit de mort, à mon avis, qu'on sait si on a réussi sa vie ou pas, et si on était un bon citoyen de la Terre ou pas. Si on est heureux finalement de sa vie, c'est ça. Parce que bon ou mauvais. Oui, et que tu sais si tu as rempli ta mission, si on croit, c'est une histoire de mission. N'oublie pas, je suis quelqu'un aussi qui capte qui est une hypersensibilité. Tu scannes tout, on avait même dans le paranormal, ces choses-là. Et donc, mon hypersensibilité m'amène à savoir faire ce travail aussi. Donc, c'est peut-être plus facile pour des personnes qui scannent facilement, c'est que tu ressens les choses, même les endroits, les gens. On a eu quelques expériences ici, on a senti certaines... Oui, je pense que... Voilà, il y avait des plus agréables et moins agréables. Si je m'écoutais plus, j'éviterais beaucoup de... Parce que la première impression, tu vois, la plus juste. Oui. Comme cette conviction, cette bataille que je mène pour certains projets à Paris dont je tais les projets. Oui. Tu sais que c'est pour toi. Je sais pour moi, je me bats, je m'acharne et en secret, personne n'est au courant. Mais j'enfonce les clous jusqu'à ce que les personnes clés ouvrent leurs yeux et donnent les clés de la... Et voient ce qu'il y a de vrai. Voilà. Tu vois, parce que c'est souvent dans des mondes un peu fake ou un peu artificiels. Et c'est pas une critique, c'est juste qu'il y a beaucoup de carapace dans ces mondes-là. Oui. Et s'ils détectent à un moment ce qu'il y a de... Au bon moment, au bon endroit. Voilà. Oui, c'est certain. Donc... il nous reste 10 minutes de notre podcast pour arriver à notre... Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message à ceux qui t'écoutent, à ceux qui t'écoutent et qui ont peut-être des envies, des besoins, des espérances? Qu'est-ce que tu as envie de passer? Les clés de la réussite, c'est d'abord la passion. Ça, s'il n'y a pas une passion derrière, tu ne sais pas tenir et accepter toutes les horreurs que tu peux traverser on peut parler d'horreur, pour accepter les difficultés, etc. Donc il faut la passion. S'il n'y a pas la passion, c'est impossible. On le dit toujours dans toute personne qui réussit, ça parle toujours de la passion, mais oui, s'il n'y a pas de alimenter passion, cette passion de quoi? Il faut que ce soit vrai. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit vrai, que ça vienne des tripes, que tu le ressens en toi, que c'est une vocation. Tu rentres en couture comme tu rentres en religion. Voilà. Et c'est pareil dans plein d'autres domaines. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais un message pour d'autres domaines. On peut avoir cette révélation à 40 ans, à 50 ans. On peut très bien. Mais pas toujours à 20 non plus. Mais moi, j'ai toujours su, depuis toujours, j'étais à part et que j'allais faire ça. Et voilà. Donc on peut avoir une passion dans les chiffres, dans plein d'autres domaines. C'est pas que dans l'artistique. Donc il faut une passion. Il n'y a pas la passion, ça ne sert à rien. Deuxièmement, il faut du travail.
Tu travailles pas, tu n'y arrives pas. Il faut accepter de travailler jour et nuit, de bosser. Qu'on vienne pas me faire dire que c'est pas normal de travailler autant. Non, il faut travailler et rien ne tombe du ciel. Oui, du rien travail, donc c'est du travail. Parce que tu peux très bien avoir des parents, hériter beaucoup d'argent de tes parents et lancer ta boîte et que ça marche au début, mais à la premier problème, tu t'effondres, c'est fini. Non, il n'y a pas un travail. Et savoir cette faculté à pouvoir aussi remettre 100 fois sur l'établi son ouvrage, se remettre en question, savoir cette humilité de rebondir, cette faculté à rebondir. Les échecs, vous tuez parsemé d'échecs et mettre le mot échec aussi, parce que on pourrait dire oui, mais c'est pas des échecs. Si, c'est vivre des échecs et de pouvoir accepter que c'est pas péjoratif, que c'est normal de vivre des échecs, que tu ne sais pas arriver du premier coup comme ça. Et quand ça arrive du premier coup, c'est jamais honnête, ou c'est jamais facile, ou la vie te mettra de toute façon des échecs parce que tu as toujours besoin d'apprendre. Voilà, donc il y a toujours quelque chose qui te tombe sur la figure. Donc il faut cette faculté de rebond. Oui. Autre chose, la confiance. Il faut avoir de la confiance dans ce que tu fais. Il faut y croire. T'as pas la foi. Très très important. Très il faut important. Croire. Alors tu crois en Dieu, tu crois en n'importe quoi, n'importe quelle énergie. Il faut croire. Mais rien de terrible, les gens qui croient en rien. C'est les personnes qui ne croient pas en Dieu, très bien, mais ils croient quand même en quelque chose. En l'humain, en un projet, en un ami, c'est la foi. C'est la foi. Oui. Il faut une confiance en l'humain. Il faut avoir quelque chose comme ça. Il faut effectivement le cœur, comme tu parlais, s'il n'y a pas l'ouverture de cœur, c'est l'amour. Ah oui. S'il n'y a pas d'amour. Alors on revient toujours au centre. C'est ça le centre. C'est le centre. Oui. Pas d'amour pour un métier, pas d'amour pour c'est pas possible. C'est pas possible. Et alors quelles sont les clés pour réussir, travail, etc. Je dois dire qu'il y a des effets de levier, les leviers sont les moyens, et qu'effectivement l'argent est un moyen, les relations c'est un moyen, la presse est un moyen. Bien sûr. Tout ça, ce sont des moyens de levier, mais en fait c'est pas plus difficile. Dans l'ascenseur de la réussite, il y a des leviers, des paliers et des effets, des élévateurs, des accélérateurs, et que malheureusement ça c'est le plus difficile à obtenir, quoi. Oui, c'est celui qu'on appelle de base. C'est la matière. C'est le matériel. La matière. Oui. Et peut-être aussi se dire qu'on a toujours, je pense qu'on a tôt ou tard, alors ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 15 ans, 1 an, on a notre moment. Et là, il y a le destin qui joue. La vie est injuste. C'est qu'il y en aura toujours qui auront plus facile et d'autres qui auront 1000 difficultés. Et pourquoi il y en a qui naissent avec une maladie qui vont traîner toute leur vie, et pourquoi il y en a d'autres qui vont être en pleine santé. C'est injuste. Oui, pourquoi on n'est pas tous égaux. Mais par contre, ce qu'il faudrait, c'est qu'on reconnaisse, que les personnes de pouvoir reconnaissent que ceux qui sont pas nés avec l'argent, qui sont pas nés avec les relations, qui sont pas nés avec la santé, et qui reconnaissent le mérite de ces gens-là. Exactement. Oui. Et ça, c'est pas fait par contre. Ça, c'est une solidarité pour eux. Oui. Donc, oui, c'est une solidarité qui manque. Oui. Donc, cette reconnaissance par rapport à nous. Donc, la solidarité en fait partie, c'est certain. Donc, pour moi, c'est tout ça. Maintenant, pour clôturer, parce qu'on pourrait faire des podcasts jusqu'à éternellement et parler encore. Là, on a parcouru, donc on a fait. On est arrivé au cœur. On a fait quand même pas mal. 1h30, enfin 4 fois 1h30. Oui. Mais c'est chouette, ça doit être une petite trace déjà de mon parcours. Oui. Ça m'arrive quelque chose, il y a au moins une petite trace de ce qui m'est arrivé. Il y a eu des scènes de films déjà dans ce parcours, c'est assez incroyable. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire imaginer un petit bonus en fait. On va faire un petit bonus. Ça a déjà une idée. On pourrait faire un petit bonus. Une idée. Une amie m'avait soufflé que sur ce futur site qu'on devait préparer dans la partie histoire, CV, les lignes du temps, que je vais faire peut-être un questionnaire de Proustien. Qu'est-ce que tu penses que tu peux même varier, oui. À réfléchir. On peut ça qu'on se revoit.
En tout cas. On improvise un petit questionnaire de Proust. Oui, oui, oui. Ah Un petit feu d'artifice final. Ah ben on va faire ça. D'accord. Bon, on vous dit à très bientôt.